sectorielle. C'est une série de webinaires organisés par Galsen AI et le Club Info et Télécom de l'IPSL pour explorer édition après édition comment l'IA est en train de transformer nos grands secteurs. Aujourd'hui, pour cette deuxième édition, nous penchons sur un secteur qui touche chacun d'entre nous, à savoir la santé. Et nous allons explorer ensemble comment l'intelligence artificielle est en train de révolutionner les pratiques de ce domaine. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais donner la parole à Khadiloum, qui est aussi une ambassadrice de Galsen AI, pour qu'elle nous fasse une petite présentation de Galsen AI. Khadi, tu as la parole. Bonsoir à tous, c'est Khadiloum, élève ingénieure à l'Institut Polytechnique de Saint-Louis et aussi ambassadrice de Galsen AI. Je suis ravie de vous présenter Galsen. C'est une communauté dynamique qui œuvre pour le développement de l'IA au Sénégal. Elle regroupe des passionnés de l'intelligence artificielle, que ce soit des étudiants, professionnels, chercheurs ou tout simplement des curieux. Son objectif est de mettre en place une plateforme d'échange intellectuel, de vulgarisation et d'apprentissage, surtout sur des sujets tournant autour de l'IA, du big data et encore de l'Internet des objets. Il veut tout simplement démocratiser l'intelligence artificielle et permettre à chacun d'y accéder, peu importe son niveau. Galsen AI permet aujourd'hui aux jeunes de ne pas rester spectateurs, mais de devenir des acteurs de cette révolution qui est l'intelligence artificielle. Alors, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur nos différentes communautés. Je vous mettrai le lien, le lien d'intégration de la communauté sur le partie message. Merci. Merci à Khadi. Comme elle l'a dit, n'hésitez pas à follow les différents réseaux sociaux de Galsen AI. Parce qu'en grande partie c'est grâce à eux si on a la possibilité de faire ces webinaires. Bon, pour cette session, nous avons le plaisir d'accueillir M. Cheikh Lahad Diagne, coucou, qui est un software engineer et project manager. Bon, moi, personnellement, je l'ai connu lors du Govaton dans le secteur de la santé et il n'a pas hésité à nous conseiller, à nous encadrer et à nous donner des contributions, des conseils pour améliorer notre projet concernant le secteur de l'intelligence artificielle, concernant la santé combinée à l'intelligence artificielle. C'est pour cela que nous avons l'honneur de l'accueillir dans ce webinaire en tant qu'intervenant. C'est pour cela que je l'ai recommandé. Maintenant, M. Cheikh Lahad Diagne, et désolé, j'ai ajouté Tijan au nom. Je m'en excuse, monsieur Cheikh Lahad. Et j'espère que vous m'entendez. Voilà. Oui, je vous entends très bien. Donc, bonjour à tout le monde. Et bonjour Fatou et à tous qui participent à ce webinaire. Donc, c'est un plaisir d'être et un honneur d'avoir été invité aujourd'hui pour participer à un sujet qui est d'actualité, donc concernant l'intelligence artificielle et particulièrement dans le domaine de la santé. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, super. Bon, je pense que maintenant nous allons commencer le webinaire. Maintenant, monsieur Cheikh Lahad Diagne, vous avez la parole. Et désolé encore une fois d'avoir massacré votre nom lors de la conception de l'affiche. Pas de souci, pas de souci. Je vous en prie, il n'y a pas de souci. Donc, pour commencer, je vais d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Cheikh Abdullah Diagne. Donc, je suis ingénieur développeur de formation. Donc, j'ai un master en génie logiciel. Mais j'ai également fait une formation donc, en gestion des programmes de santé, combinée également à un DU en e-santé. Donc, je suis actuellement en service au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Et donc, je suis dans le secteur
principalement des ressources humaines, à la direction des ressources humaines. Donc, où on gère l'ensemble de toute la digitalisation, tout ce qui concerne la digitalisation donc, des ressources humaines. Et donc, c'est en gros ça pour mon parcours. Donc, sur ce webinaire, donc, le sujet, il est intéressant car, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle est en train de, je pourrais dire que c'est l'une des plus grandes révolutions, donc à l'image de la révolution industrielle dans les années 1800-1900. Ensuite, la révolution numérique avec Internet, plus tard dans les années 70-80. Donc, nous entrons dans une nouvelle ère, donc avec l'IA, qui est en train de complètement transformer le monde tel que nous le connaissons. Donc, dans ce sens, le secteur de la santé, il n'est pas épargné. Et donc, je vais essayer d'apporter mon expertise et ma petite expérience sur ce domaine. Donc, dans les objectifs qui ont été développés, donc c'est déjà comprendre ce que l'IA peut apporter à la santé, identifier, par exemple, si des solutions IA sont appliquées actuellement dans la gestion de la santé en général au Sénégal, et peut-être ouvrir des pistes de réflexion sur son intégration de manière durable et éthique au système de santé sénégalais. Donc, dans ce webinaire, je vais plus me baser donc sur mon expérience. Alors, je vais pas trop entrer dans la théorie, mais je vais plus parler de ce que je fais au quotidien et en quoi donc l'IA peut nous aider. Donc déjà, pour le contexte donc, du Sénégal, donc l'IA a été intégrée donc, dans plusieurs documents stratégiques actuellement. Donc déjà, il y a la stratégie nationale de santé numérique qui a été écrite donc l'année passée en 2025 et qui consacre une partie donc à l'intelligence artificielle, notamment dans les systèmes d'information et la télémédecine. Donc, dans ce sens, il y a également dans le New Deal technologique une stratégie nationale de l'IA. Donc, le New Deal technologique à l'horizon 2038 consacre une partie au développement de l'intelligence artificielle, d'une intelligence artificielle locale et qui pourra répondre aux besoins du Sénégal. Donc, et parmi ces utilisations, le secteur de la santé est un des secteurs prioritaires aux côtés de l'agriculture, de l'éducation et de l'administration publique. Et donc, il y a en dehors de ça également, il faudrait également prendre en compte le cadre juridique donc des données en santé avec la protection des données personnelles qui est un enjeu majeur. Donc, qu'il faudra prendre en compte parce que, donc, comme nous le savons, je pense que nous le savons tous, l'intelligence artificielle nécessite une quantité de données assez conséquente. Donc, et ces données peuvent parfois être sensibles. Donc, il est important de prendre cet aspect en compte. Cependant, il faut rappeler la réalité du terrain. Donc, avant de parler d'IA, il faut savoir que
la priorité actuellement au Sénégal dans l'administration et plus particulièrement dans le secteur de la santé, c'est avant de parler de l'IA, c'est la digitalisation. Donc, nous sommes encore dans une phase où nous cherchons à digitaliser beaucoup de choses. Donc, notamment, il y a le dossier patient informatisé, donc, qui est porté par la cellule de la santé digitale et de la carte sanitaire, la CSSTOS, au niveau du ministère. Donc, qui est un projet majeur du ministère, donc qui vise déjà à avoir un identifiant unique pour chaque patient au niveau national. Donc, ce qui sera déjà un pas, un des socles sur lesquels l'intelligence artificielle pourra se baser. Et donc, en plus de ça, il y a beaucoup d'autres projets donc de digitalisation qui sont en cours. Donc, dans le secteur des ressources humaines, notamment, il y a déjà un existant, donc avec la plateforme Iris. Dans le secteur donc de la collecte et de l'exploitation des données sanitaires, nous avons aussi également un existant DHIS2 qui est utilisé. Donc, et c'est à partir de ces outils-là que le ministère a comme premier défi d'avoir une digitalisation donc intégrale du parcours de soins, mais également de la gestion donc des ressources au niveau sanitaire, que ce soit les ressources humaines, matérielles, les médicaments, tout ce qui constitue le socle donc de cette digitalisation-là. C'est une des bases qu'il faudra déjà atteindre, régler ce problème-là. Donc, c'est le défi majeur actuel en ce moment, avant de pouvoir donc mettre en place une intelligence artificielle qui pourra vraiment apporter un plus considérable à l'ensemble de la population. Mais cependant, cela n'exclut pas des utilisations qui sont possibles à l'heure actuelle avec ce que nous avons. Donc, cela pourrait aller de pair, mais il est important de prendre en compte donc ces défis et essayer d'améliorer l'existant pour pouvoir, donc, lorsque nous allons proposer une intelligence artificielle ou des solutions IA, qu'elles soient pertinentes et surtout qu'elles puissent être utilisées donc au niveau national et qu'elles soient disponibles pour le grand public. Donc, j'ai essayé d'aborder quelques sujets, donc quelques domaines pertinents où nous pouvons appliquer donc des solutions d'intelligence artificielle et qui pourront avoir un impact significatif sur le secteur de la santé au Sénégal. Donc, déjà, le premier sujet que je voudrais aborder, donc, c'est la surveillance épidémiologique et les systèmes d'alerte. Par exemple, je pense que c'est l'un des sujets qui a une certaine maturité, car nous avons plusieurs programmes qui concernent donc différentes pathologies. On a le programme PALU, un programme pour le paludisme. Nous avons d'autres programmes pour la tuberculose. On a également le CNLS qui gère le sida. Donc, on a plusieurs programmes qui ont donc des données assez fiables dans des pathologies spécifiques et qui pourraient permettre d'entraîner des IA et de détecter certains patterns qui permettront d'identifier de manière précoce lorsqu'il y a de détecter de manière précoce certaines pathologies ou par exemple des épidémies qui pourraient survenir
etc. Donc, il y a, par exemple, je peux citer un exemple concret qui a été fait, je pense qui a impliqué la participation de l'Institut Polytechnique de Saint-Louis, le projet Airfare EWS, donc, qui a été mis en place lors de l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift. Donc, c'était un système assisté par IA qui permettait de détecter, en fonction des données épidémiologiques et des données environnementales et animales, qui permettait donc d'avoir une détection précoce donc des survenues, des pics donc de contamination pour la fièvre de la vallée du Rift. Donc, ce sont ce genre de solutions-là qui peuvent avoir un impact significatif donc sur les soins de santé. Donc, elle pourrait être appliquée à plusieurs domaines. Par exemple, ça pourrait aider le CNRS, par exemple, puisque c'est un peu plus d'actualité dernièrement. Donc, les cas de détecter, par exemple, certains patterns ou essayer de localiser de manière géographique les cas de VIH. Ce sont des possibilités. Et ce sont des solutions qui sont accessibles à tout le monde, en fait. Donc, on n'a pas besoin d'attendre qu'une administration ou qu'une structure sanitaire ou étatique propose cela ou mettre en place ces solutions. Donc, c'est accessible à vous, étudiants. Donc, par exemple, on a eu des exemples concrets dans le cadre du Govaton qu'il est possible pour vous, étudiants, de mettre en place des solutions qui pourront être d'une grande utilité qui vont être une grande utilité au système sanitaire en général. Il n'y a pas si longtemps même, une direction, donc la direction de la planification, de la recherche et des statistiques, la DPRS au niveau du ministère, avait organisé un hackathon donc sur l'utilisation des données sanitaires pour pouvoir donc améliorer les interventions sanitaires. Donc, ce sont ces genres d'événements-là qui vont vous permettre de proposer des solutions à partir des données que nous avons, donc, puisque ce sont les domaines où les données sont le plus fiables, de proposer des solutions IA qui pourront apporter donc un plus réel à la santé des populations. Donc, entre autres, il y a également d'autres solutions qui ont été mises en place. Donc, il y a avec l'IFAN, par exemple, il y a un système de surveillance des eaux usées qui a été mis en place par l'IFAN. Donc, ça entre plus donc dans la nouvelle approche que le ministère souhaite adopter, qui est l'approche One Health. Donc, c'est une approche, c'est une manière d'approcher la santé de manière globale. Donc, elle ne sera pas seulement une manière de soigner, mais également se focaliser sur la prévention. Donc, en faisant attention à d'autres domaines, par exemple l'environnement, l'agriculture pour la nutrition, l'élevage, et donc impliquer tous les secteurs donc dans la santé et la prévention. Donc c'est une approche importante et qui est adoptée par le ministère de la Santé et également par les organismes internationaux, qui est recommandé par les organismes internationaux, et donc qui permet d'avoir, c'est ce qui permet également d'avoir une
une approche holistique de la santé, donc en impliquant donc tous les secteurs, la santé humaine et animale, comme l'a dit M. Thioune dans les commentaires. Ensuite, il y a également d'autres projets qui sont portés par l'Institut Pasteur, donc qui finance la recherche dans ce domaine. Il y a plusieurs initiatives en cours, mais également il y a plusieurs stratégies qui sont en train d'être mises en place par l'OMS et par certaines fondations comme la fondation Bill Gates, donc qui ont pour but de définir des solutions et des usages de l'intelligence artificielle dans la modélisation des maladies et les soins. Donc, ce qui nous permet d'aborder donc les possibilités que nous avons, donc les opportunités qui se présentent à nous, donc pour mettre en place des IA. Donc, par exemple, en ce moment, nous n'avons aucune solution peut-être connue. Il y a des initiatives sont menées, mais nous n'avons pas de solution homologuée et déployée à grande échelle. Donc, par exemple, sur l'aide au diagnostic. Donc, nous avions, par exemple, plusieurs initiatives avec des applications comme Seitu Tension, ou sur le diabète aussi, mais aucune n'utilise vraiment l'IA donc pour l'aide au diagnostic. Donc, déjà, il faudrait pour cela prendre en compte non seulement l'aspect technique, mais également réglementaire et économique, puisque donc ces solutions-là, même si elles sont mises en place, est-ce qu'elles sont accessibles au grand public à un coût moindre? Donc, ce sont des axes de réflexion qu'il faudra prendre en compte dans la mise en place de ces solutions-là. Et le risque majeur pour moi, donc sur les modèles IA, donc c'est l'adaptation en fait à notre contexte, à la population africaine et sénégalaise en particulier. Les modèles d'IA qui sont disponibles sont entraînés majoritairement sur les populations nord-américaines, européennes et les populations occidentales, donc qui ont des pathologies ou des génotypes différents. Donc, d'adapter ces modèles-là à nos réalités africaines, pour pouvoir fournir donc une aide au diagnostic fiable et qui pourrait donc apporter une plus-value donc et faciliter donc l'accès aux soins au niveau national. Il y a, je pourrais également parler de mon domaine qui est la gestion des ressources humaines. Donc, puisque je suis à la DRH du ministère de la Santé, l'utilisation donc d'un système d'information des ressources humaines donc peut aider, par exemple, l'IA peut être aidé par l'IA, par exemple, pour la gestion prévisionnelle et prédictive des besoins. Exemple, des besoins de personnel par région, par spécialité, en croisant, par exemple, les données démographiques, les données épidémiologiques et la pyramide des âges, par exemple, des agents, savoir dans quelle zone risque d'être dépeuplée, quelle zone il y a le plus de mouvements. Et de cette manière, optimiser, par exemple, les affectations, les mutations en tenant compte
de tous ces aspects-là de manière globale et anticiper donc sur les recrutements et tout cet aspect-là. Donc, mais également la formation. L'IA peut nous aider à anticiper de manière prédictive les besoins dans les années à venir sur les spécialités en fonction donc des maladies qui sont des maladies émergentes. Déjà, par exemple, les maladies non transmissibles, qui sont actuellement un problème de santé publique majeur, le diabète, l'hypertension, etc. Donc, des solutions IA pourraient aider donc à mieux gérer et à avoir une approche prédictive plus efficace concernant les ressources humaines. Donc, voilà. Ensuite, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a une base. Nous avons besoin déjà d'une base fiable pour mettre en place des IA dans le domaine de la santé. Donc, c'est déjà un système d'information hospitalier efficace avec des données fiables et un système également global. Donc, que ce soit par exemple un système unifié comme le DPI ou par exemple un standard, mettre en place un standard ou une plateforme d'interopérabilité qui permettra de collecter l'ensemble des données au niveau national. C'est un socle donc indispensable à la mise en place d'une intelligence artificielle capable de résoudre des problèmes bien déterminés dans le domaine de la santé. Donc, sans cela, on peut parler d'IA autant qu'on veut, mais je pense que ça va juste être un mirage sans ces données-là. Donc, ça revient au défi initial qui est donc une digitalisation intégrale ou quasi intégrale, donc du parcours des patients, de leur dossier, des informations qui vont nous permettre donc de mettre en place des IA. Mais en plus de ce système, de ces systèmes d'information cliniques en général, on a beaucoup d'autres systèmes d'information qui peuvent aider. Par exemple, il y a un projet de comptabilité analytique hospitalière en cours qui pourrait aider, par exemple, une fois opérationnel, les données pourraient aider ouvrir des cas d'usage pour l'optimisation des coûts hospitaliers, par exemple, au niveau national. Donc, l'autre domaine sur lequel on peut utiliser l'IA, donc c'est la télémédecine, l'accès aux soins en général. Donc, la télémédecine, c'est un des 3 projets prioritaires donc du ministère de la Santé dans le cadre donc du plan national de santé numérique de santé digitale du moins. Et donc l'IA dans ce sens peut aider, peut énormément aider donc dans la télémédecine par exemple. Donc il pourrait par exemple aider dans l'orientation. Mais également, il y a certaines solutions qui existent, pourraient être adaptées à notre contexte. Donc, sur la détection assistée des IA, par exemple, dans la radiologie, par exemple, où l'IA peut être utilisée, par exemple, pour analyser certains clichés radiologiques, certaines analyses, détecter les anomalies, etc. Donc, c'est un des cas où l'IA peut également énormément aider. Donc, également, il y a d'autres domaines, par exemple, dans le cadre de l'information sanitaire, où,
par exemple, on pourrait mettre en place des IA capables de traduire certaines langues locales ou à résumer pour le patient donc des consultations ou à transcrire des documents dans d'autres langues. Euh, c'est quelque chose qui peut vraiment aider à améliorer donc l'accès aux soins de toute la population. Donc il y a par exemple des modèles comme Whisper de OpenAI, donc qui peuvent être utilisés et renforcés donc dans les domaines, dans nos langues nationales et aider donc dans son ensemble, servir peut-être de base à d'autres solutions pour mieux aider donc les populations dans leur accès aux soins et dans la compréhension des soins. Donc, en dehors de cela, j'avais, pour continuer dans cette lancée, ça pourrait être, par exemple, des chatbots, la mise en place des chatbots. Parce que, donc, il y a eu des initiatives qui ont été tentées. Donc, des mises en place d'agents conversationnels par exemple, avec la solution Say to Tension que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, c'est une solution qui a mis en place un chatbot en Wolof, donc qui pourrait éventuellement être amélioré, donc en utilisant ces solutions qui existent et aider, par exemple, couplé à certaines données, à certaines informations, mieux aider à l'orientation vers les structures de soins adaptées, par exemple, et répondre à des questions de santé courante ou accompagner, donc, dans le cadre de la santé de la mère et de l'enfant, les femmes enceintes, prodiguer des conseils. Il y a énormément de possibilités qui peuvent être mises en place avec l'IA. Donc, dans ce cadre-là, dans ce cadre de l'information sanitaire, ce qu'il faudrait prendre en compte donc dans l'utilisation donc des LLM, c'est le risque peut-être serait de limiter, de faire en sorte de limiter donc l'hallucination, par exemple des IA. Donc c'est un problème qui est assez fréquent et qui pourrait être très dangereux dans un domaine aussi sensible que la santé. Donc, ce sont les points d'attention qu'il faudrait voir dans ce domaine-là pour pouvoir mettre en place des solutions, des solutions qui sont fiables et qui seront sans danger pour les populations. Donc, le dernier domaine sur lequel l'IA pourrait énormément apporter, donc c'est la recherche médicale. Donc, la recherche médicale, qui est un domaine assez développé au Sénégal, donc à travers les universités l'UCAD, l'université Gaston Berger, l'université de Assane Seck de Ziguinchor. Donc, c'est un domaine où l'IA peut énormément aider à accélérer donc la recherche de littérature, l'analyse d'images, la connaissance des molécules, etc. Donc, l'IA pourrait servir de catalyseur donc à la recherche médicale. Donc, c'est un sujet qui pourrait énormément intéresser donc vous qui êtes encore étudiant et qui peut ouvrir des passerelles vers des carrières donc qui ont combiné l'informatique à la biologie, l'informatique à la santé, etc. Donc, ce sont des sujets importants qui peuvent être explorés et qui peuvent vous apporter énormément sur
comment dire encore, sur vos futures carrières, une orientation de carrière qui pourra combiner la santé à l'ensemble à beaucoup d'autres domaines. Donc, concernant l'IA et l'informatique en général. Donc, ce qui conclut donc cette partie, donc sur les différents domaines où l'IA pourrait apporter donc au système de santé au Sénégal en particulier. Maintenant, j'aimerais évoquer certains points de réflexion que j'ai brièvement abordé tout à l'heure dans mon exposé. Donc déjà, le premier point, ça va être la souveraineté des données de santé. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire tourner des modèles d'IA, cela suppose de transférer ou d'exposer des données donc qui sont potentiellement sensibles. Et ce qui fait que ça peut constituer un danger de créer une dépendance à des solutions étrangères, par exemple. Donc, il est important de mettre en place des mécanismes pour pouvoir mettre en place nos propres systèmes. Donc, ça soulève certaines questions. Déjà, doit-on attendre d'avoir des data centers assez puissants pour pouvoir mettre en place nos solutions IA ou essayer d'utiliser les solutions étrangères? Mais de plus en plus, grâce aux Chinois, je dirais, nous avons la possibilité de mettre en place des systèmes IA, des modèles. Il y a des modèles de plus en plus flexibles et moins gourmands en ressources qui existent, donc avec DeepSeek, Qwen, etc. Donc il y a beaucoup de modèles donc légers, donc qui sont apparus récemment, donc qui peuvent nous aider à contourner ce problème. Donc en mettant en place des IA locales, donc et qui va donc empêcher cette dépendance à l'étranger dans le futur. Et ça prolonge la réflexion sur un deuxième point, donc qui est les biais de l'IA par rapport aux populations sénégalaises, africaines en général. Car la majorité des modèles d'IA médicales ont été entraînés sur des populations occidentales, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, lorsqu'elles sont appliquées telles quelles à des populations africaines, la performance peut être moindre, voire même constituer un danger donc sur des populations africaines. Donc, il y a des sujets de recherche donc, qui ont soulevé ces problèmes-là, notamment, par exemple, dans le traitement dermatologique, par exemple, dans l'imagerie médicale, où nous constatons que la différence, nos différences physiologiques avec les Occidentaux faisaient que l'IA donnait des résultats erronés et qui constituaient potentiellement un danger pour le patient. Donc, c'est le deuxième point, donc le point d'attention qu'il faudra bien cerner. Donc, et montrer qu'il ne suffit pas seulement d'importer un modèle, mais il faut également faire en sorte de l'adapter et également peut-être éventuellement mettre en place donc des jeux de données assez conséquents au niveau local qui permettront donc d'entraîner des IA facilement dans le futur. Ensuite, l'autre point, c'est parler de l'équité d'accès
à ces solutions-là. Donc, l'IA de santé, nous avons que le Sénégal a un souci. Donc, déjà, la connectivité, elle n'est pas équitablement euh, répartie au niveau national. Donc, si une IA est déployée d'abord dans les grandes villes, à Dakar, à Saint-Louis, etc., et qu'elle est concentrée uniquement dans ces zones où la connectivité est assez fiable et que le taux d'alphabétisation est plutôt élevé, elle peut contribuer à creuser l'inégalité d'accès aux soins entre les zones urbaines et rurales. Donc, ce qui est un des problèmes du ministère de la Santé, qui est un accès équitable aux soins, c'est un des grands défis du ministère. Et donc, mettre en place des solutions en fonction de l'existant et des facilités qu'elle offre, contribuer à encore accentuer ce problème-là. Donc, ce qu'il serait important, c'est de mettre en place donc toute cette expertise IA à tous les niveaux, donc que ce soit urbain ou rural, même si c'est conditionné par la connectivité. Donc, il y a des initiatives donc, qui sont en cours, donc avec le projet PAENS, le programme d'amélioration de l'économie numérique au Sénégal, donc qui souhaite mettre en place un système de connectivité nationale où dans chaque zone, Internet sera accessible. Mais en attendant, il faudrait également réfléchir à cet aspect donc à ce problème au niveau national qui est donc la connectivité et faire attention à ne pas encore creuser les inégalités d'accès au niveau national. L'autre point, peut-être, c'est il va concerner plus les juristes. Donc, c'est la responsabilité médicale. Donc, dans le cadre de l'IA. Donc, par exemple, avec les systèmes de diagnostic assistés ou même délégués à l'IA, est-ce il faudrait mettre en place un cadre juridique qui permettra, si une IA recommande un diagnostic erroné, de situer les responsabilités. Dans ce cas, qui sera le responsable? Ce sera le médecin qui a fait le diagnostic avec l'IA, l'hôpital qui a mis en place ce système pour assister les médecins, l'éditeur même. Donc, cette question n'a pas de réponse claire dans le droit actuel sénégalais. Donc, c'est un problème à régler avant. Donc, mettre en place un cadre réglementaire clair, situer les responsabilités de manière claire pour ne pas me répéter. Et donc, c'est un socle très important donc, à mettre en place avant de pouvoir donc déployer certaines solutions à grande échelle. Donc, Jean, ce qui m'amène à mon dernier point, donc qui est la conduite du changement, donc l'acceptation par le public cible, donc les professionnels de santé notamment, parce que beaucoup de projets numériques, donc j'en sais quelque chose pour avoir été dans le domaine depuis bientôt 10 ans, et beaucoup de projets numériques en santé échouent, non pas pour des raisons techniques, les solutions sont assez efficaces, mais parce que les professionnels de santé ne sont pas associés à leur conception, à leur déploiement. Donc, la formation initiale et continue, l'accompagnement au changement, le respect du temps soignant. Donc, ce sont des conditions de succès aussi déterminantes que la qualité du modèle. Donc, il faudrait, avant d'être très avancé, avoir un feedback donc des principales parties prenantes dès le départ pour pouvoir orienter les solutions que nous voulons créer vers des besoins qui sont
vers leurs besoins spécifiques. Donc, sans pour autant, et ça va beaucoup aider. Donc, lorsque ces solutions sont mises en place, à leur acceptation et à leur utilisation à grande échelle. Donc, pour un peu résumer donc, les deux parties dont je viens de parler, donc, ce qu'il faudra retenir essentiellement, donc, c'est que l'IA en santé au Sénégal, ce n'est pas un fantasme, c'est bien possible, mais c'est loin encore d'être un terrain conquis. Attendez, je vais essayer de... Bon, je vais répondre aux questions à la fin. Donc, vous pouvez mettre, s'il y a des questions, elles peuvent être mises directement dans le chat et j'essaierai de répondre à toutes les questions dans leur ensemble à la fin. Donc, je disais, donc l'IA au Sénégal, ce n'est pas un fantasme. Donc, c'est bien possible. Elle est en émerge. Il y a des initiatives qui sont en, mais c'est loin encore d'être un terrain conquis. Donc, parce qu'il manque beaucoup de préalables donc, qui sont en train d'être mis en place. Et donc, également, la qualité des données laisse à désirer pour pouvoir avoir donc, des systèmes IA fiables et capables d'être déployés au niveau global. Donc, la deuxième chose à retenir, c'est que la digitalisation, elle précède l'IA. Donc, tous les systèmes d'information hospitaliers, le dossier patient partagé, DHIS2, tous ces systèmes d'information qui existent sont le socle qui peuvent rendre l'IA possible. Donc, il faudrait travailler sur cela, faire en sorte que les données qu'elles fournissent soient suffisamment fiables pour pouvoir donc avoir des solutions IA concrètes et qui peuvent améliorer de manière durable le système de santé. Donc, également, l'autre chose à retenir, c'est que le contexte sénégalais, il faudrait, parce que le contexte nous impose à mettre en place certaines priorités qui sont différentes des priorités donc de ce qui existe, que ce soit dans les pays aux États-Unis ou dans les pays européens, dans les pays développés en général. Donc, nous, notre priorité, déjà face à la pénurie de personnel de soins, ça devrait être ça devrait être la télémédecine déjà, ou les diagnostics assistés, la surveillance épidémiologique où on a, peut-être c'est le domaine où on a le plus de données pour entraîner une IA. Ce sont des domaines prioritaires pour nous, mais également l'utilisation donc des langues locales, puisque nous sommes un pays où peut-être la majorité de la population ne parle pas français ou anglais. Donc, il faudrait donc prioritairement pour que les solutions soient accessibles à l'ensemble de la population, faire en sorte que les langues locales puissent s'exprimer, que ces solutions-là puissent être adaptées aux langues locales et qu'elles soient accessibles donc à tous. Il y a également l'autre aspect à retenir, donc c'est la souveraineté, dont parle beaucoup l'État sénégalais. Donc, ce n'est pas juste un slogan, mais elle impose certaines contraintes. Donc, concernant les données, les modèles, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là, mais donc
les choix techniques que nous faisons vont également impliquer certains choix politiques. Donc, il faudrait prendre ça en compte. Donc, déjà, pour pouvoir mettre en place une intelligence artificielle éthique et respectueuse de nos réalités et des données de nos populations. Et également, donc, mettre en place des solutions, ce qui nous conditionne de mettre en place des solutions qui seront fiables, mais également qui seront vraiment les nôtres, donc qui seront des solutions sénégalaises pour les Sénégalaises. Et le dernier point que je vais aborder, ça va être pour vous, les étudiants. Je vais m'adresser aux étudiants. Donc, c'est qu'il y a une vraie place. Il y a une vraie place pour vous et pour les solutions que vous proposez. Donc, les éditeurs étrangers, il y a beaucoup de solutions à l'étranger qui existent déjà et qui sont suffisamment avancées, mais c'est sûr que le Sénégal ne constitue pas un marché suffisamment large pour que ces éditeurs étrangers fassent un travail d'adaptation au contexte sénégalais. Donc, c'est à vous, peut-être étudiants et aux ingénieurs sénégalais, les data scientists, les médecins, en symbiose, de travailler en symbiose pour pouvoir adopter ce qui existe ailleurs à notre contexte et qu'il puisse servir à l'ensemble de la population sénégalaise. Donc, j'ai terminé par, donc, déjà on peut ouvrir donc les questions si vous en avez, mais également donc les commentaires ou suggestions et d'autres précisions que vous pouvez apporter. Je remercie toute l'audience pour votre attention. Merci beaucoup. Et donc, je vais passer aux questions. Voilà. Bon, je pense que tout d'abord, nous allons remercier notre intervenant pour cette magnifique présentation. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait tant d'outils dans le domaine de la santé au Sénégal. Mais aussi, avant de faire une récap, je pense qu'il y a des questions. Il y a Mohamed Dia et Hadiloum qui ont posé. Il y a Mohamed Dia qui a posé déjà 3 questions et Hadiloum une question. Bon, je pense que je vais le dire et après, l'intervenant va apporter peut-être des clarifications ou contributions. Ou s'il y a d'autres personnes aussi qui ont envie d'intervenir aussi, elles seront les bienvenues. Bon, pour la première question, il a demandé, donc, il n'existe pas encore un organisme qui assure la régulation des outils utilisés dans le domaine de la santé. Voilà, je pense que c'est la première question de Mohamed Dia. Voilà, on va vous répondre. D'accord. Donc, merci à Mohamed donc, pour cette question. Donc, pour le moment, cette question elle est plutôt large. Donc, parce que dans la régulation, il y a beaucoup donc d'aspects. Pour moi, je parlais tout à l'heure dans mon propos, j'abordais plus l'aspect juridique. Donc, concernant l'aspect technique, il y a un travail qui est en train d'être fait par la cellule de la santé digitale, déjà pour cartographier l'ensemble des solutions en santé.
et peut-être dans le futur, mettre en place une réglementation et des standards donc, qui vont permettre à respecter donc, pour les solutions numériques en santé en général. Donc, c'est un travail qui est en train d'être fait, mais à l'heure actuelle, cela n'existe pas. Donc, pour l'aspect juridique, il y a la CDP, donc la Commission nationale de protection des données à caractère personnel, qui existe. Cependant, il n'y a pas dans les lois et règlements une partie spécifique concernant les données personnelles en santé. Donc, pour le moment, il y a un vide juridique qu'il faudra combler en mettant en corrélation donc, les réglementations existantes dans le domaine de la santé. Donc, il y a beaucoup de règlements donc, qui sont mis en place sur la protection des patients, mais elles ne touchent pas encore le domaine numérique, ne fait pas le lien entre le domaine numérique et la santé. Donc, ce qui fait que l'IA reste un peu dans un entre-deux où il n'y a pas donc une véritable réglementation de ce domaine-là. Merci beaucoup pour cette réponse parce que moi-même, j'avais une question similaire. Je pense qu'il l'a bien éclairci lors du deuxième commentaire. Il a dit, s'il y en a, quelles sont les chances pour qu'un système de diagnostic médical, par exemple, soit certifié au niveau international ou national? Moi, j'avais envie de poser cette question. Je ne sais pas s'il y a des procédures ou bien des papiers à régler pour publier une solution ou ces genres de trucs. Donc, pour le moment, au niveau national, il n'y a pas un organisme qui certifie donc ces données-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un vide juridique. Le seul aspect donc, qui existe actuellement, c'est donc la protection des données à caractère personnel. Et donc, il se fait un travail qui devra être fait au niveau de la santé, au niveau du domaine de la santé, pour déterminer la collecte, quelles sont les règles à respecter pour la collecte, l'utilisation donc des données sanitaires des citoyens. Donc pour le moment, c'est ça. Mais il n'y a pas encore, à l'heure actuelle, un organisme dédié à la certification donc, de ces solutions-là. Au niveau international, il pourrait y avoir, il y a donc des solutions, comment dire encore, des organismes qui peuvent donc certifier certaines solutions. Donc, mais bon, c'est pas également des organismes globaux, donc comme l'OMS, etc. C'est plus des organismes privés ou des ONG qui mettent en place des sortes de marketplace des solutions en santé et qui exigent donc le respect de certaines règles, des standards au niveau international. Mais donc, c'est encore quelque chose sur lequel nous devons travailler et on devrait pouvoir s'inspirer donc de ce qui se fait en Europe. Donc, l'Union européenne est très avancée en termes de réglementation. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous pouvons nous inspirer. Donc, avec le AI Act en Union qui est appliqué par l'Union européenne. Mais pour le moment, il n'y a pas encore quelque chose en Afrique ou au Sénégal, à ma connaissance, un organisme qui permet de certifier les solutions qui sont créées au niveau numérique et IA en particulier. Merci beaucoup pour ces réponses.
Merci de nous avoir éclairés. Bon, il y a aussi la question de Hadiloum. Elle demande quelle est, selon vous, la première action concrète que le Sénégal devrait engager dès maintenant pour que l'IA devienne réellement un atout pour son système de santé. Ah ben, moi, j'aime bien cette question. Oui, j'aime bien aussi cette question, parce que donc ça implique de manière ça implique une réflexion stratégique donc sur les prochaines étapes que le Sénégal devrait mettre en place pour l'IA. Donc moi, à mon avis personnel, déjà, la première chose, ce serait déjà de mettre en place un cadre réglementaire fiable concernant l'intelligence artificielle, où chacun saura qui est capable, qui est responsable de quoi dans les donc lorsque des solutions sont mises en place, qu'elles puissent être certifiées, donc que leur utilisation soit encadrée par des lois et règlements. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième priorité, donc ce sera également les données, parce que notre plus grand défi, c'est que actuellement, au niveau du ministère de la Santé, c'est que nous avons des silos de données partout. Donc, on a au niveau des RH, on a des données au niveau de la DPRS, par exemple, dans la prévision, dans la planification, ils ont des données au niveau des directions des établissements de santé. Chacun a un système d'information indépendant de l'autre. Ce qui fait que parfois, il y a donc des incohérences, si on peut le dire comme ça, sur les données. Donc, la deuxième chose à mettre en place, ce serait déjà cela, d'avoir donc une interconnexion, une interopérabilité des différents systèmes d'information de manière à avoir des données fiables et de pouvoir, à l'avenir, créer des jeux de données suffisamment de qualité pour pouvoir entraîner donc les modèles au niveau local. Je pense que si on résout ces deux priorités, l'essor de l'IA au niveau national devrait beaucoup s'accélérer. Ok, on prend note. Merci beaucoup pour ces réponses. Il y a Cheikh Mbacké. Ah, bon, salut de passage Cheikh Mbacké. Bon, il vous a remercié. Il a dit qu'il a deux questions. Comment l'IA peut-elle être utilisée pour prédire les besoins en dons de sang et optimiser la gestion des stocks dans les hôpitaux, notamment dans des contextes actuels comme le Sénégal où les ressources sont limitées et les cas de pénurie ne cessent d'augmenter. Bon, pour ça, je pense qu'on a la réponse de Sendon. Hein? Bon, je laisse de répondre à ça. Voilà. Bon, je pense que cher Mbacké, donc, je pense que tu as déjà la réponse. Hein. Sendon, je pense que c'est la solution. Qu'on le dise quand même. Voilà. Mais bon, je pense que tu as déjà un début de réponse à ta question. Déjà, c'est la qualité des données. Donc, déjà, avoir un système d'information qui pourra fournir des données de qualité en temps réel, mais également, comme je l'ai dit, l'unification de ces sources-là grâce à l'interopérabilité, de pouvoir au niveau national, qu'on n'ait pas besoin d'avoir de faire des collectes dans chaque région ou ce genre de choses-là, qu'il y ait un système national où nous pourrons recenser donc les besoins en sang et voilà, donc alimenter, donc ces données pourront alimenter des systèmes comme Sendon et avoir une prédiction
créer des modèles prédictifs fiables sur les dons de sang. Ça, c'était. Et la deuxième question, c'était quoi encore? Bon, pour la deuxième question, il a demandé quels sont les enjeux éthiques et techniques liés à cette utilisation de l'IA pour analyser les données des donneurs, historique médical, fréquence de dons, afin d'améliorer la sécurité des transfusions et le ciblage des campagnes de dons. Voilà, une excellente question. Ouais. Donc, l'aspect éthique, donc c'est ce que je l'ai évoqué. Donc, c'est avant tout la protection des populations, donc des populations, de leurs données, des pathologies, donc les analyses qui sont faites sur les dons de sang. C'est important de mettre en place avant tout un cadre réglementaire clair. C'est une priorité absolue. Ensuite, après, sur les données, faire en sorte, par exemple, sur les données, utiliser des techniques d'anonymisation, donc sur les données qui sont utilisées pour l'entraînement des IA. Mais pour cela, il faudrait d'abord définir avant tout le cadre à respecter. Donc, je pense que ça devrait être une priorité absolue du système de santé. Et il y a également la contribution de cher Tidjane Bathily qui dit que le CNRS donc, et la division de recherche sont en train de travailler sur le thème IA et santé et que donc il y a un organisme, le CNRS, qui s'occupe donc des protocoles en santé au Sénégal. Cher Tidjane, si tu pouvais participer, tu pourrais peut-être en tant que connaisseur, nous éclairer donc sur les protocoles qui sont pris en compte, donc notamment dans le domaine de la santé numérique. Ce serait votre contribution nous serait très utile. Oui. Bonjour tout le monde. C'est moi, donc, c'est M. Bathily Chaklian. Je travaille au ministère de la Santé. Je suis au niveau de la direction de la planification de la recherche des statistiques. Donc, je suis le responsable du bureau de planification. Effectivement, au niveau du ministère de la Santé, il y a maintenant un organisme, il est là depuis pas mal de temps. En tout cas, tous les protocoles de recherche, tous les nouveaux protocoles de recherche en santé doivent être validés par le CNERS, le Centre national d'études de recherche en santé. Donc, c'est le CNERS qui travaille en relation avec les instituts, avec l'université. Donc, aujourd'hui, si vous voulez faire des études, quel que soit le type d'études au Sénégal en matière de santé, il faut la validation du protocole par le CNERS. Donc, ces protocoles, y compris l'intégration de l'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, au niveau de la division recherche, ils sont en train de travailler sur l'intégration de l'intelligence artificielle en santé. Donc, ils sont en train de travailler avec le CNERS sur ces aspects pour voir un peu les modalités légales de leur intégration au niveau du système de santé. Donc, je pense que si vous rapprochez du CNERS et de la division recherche, vous aurez des interventions, des informations à ce niveau. Mais je pense que le système est en train de se préparer à ce niveau. Maintenant, sur le plan légal, je pense que ça, c'est le pays qui doit mettre en place un dispositif légal. Et ça, je pense que si vous lisez un peu les orientations en matière de digitalisation qui sont en train d'être mises en œuvre par la CESDOS, je pense que c'est une problématique qui est sur la table parce que la législation, c'est au niveau national, c'est une loi qu'on doit créer sur le plan national pour la protection des données, etc. Donc, mais quand même, je pense qu'il y a vraiment des prémices, des dispositifs qui sont en train d'être effectués pour encadrer cette intelligence à travers le CNES, à travers la division recherche, mais aussi à travers la CESDOS. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre
votre contribution, cher Tidiane. Elle est très pertinente et ça nous permet donc d'avoir une vision beaucoup plus claire donc des initiatives qui sont en cours. Nous vous remercions énormément pour cette contribution. Donc, juste pour rappeler, le CNERS, c'est le Comité national d'éthique pour la recherche en santé. Donc, voilà. Ça vous intéresse, que vous pouvez faire des recherches, je pense que elles sont disponibles donc sur le site officiel. En tout cas, merci beaucoup, cher Tidiane. Ok, merci beaucoup à M. Tidiane pour ces éclaircissements et cette contribution. Bon, il y a aussi Salimatou Yassine Ndiaye qui demande si une solution est développée, quel est l'endroit optimal pour qu'elle soit présentée ou proposée, le ministère de la Santé ou bien lors des hackathons. Aussi, sont-elles vraiment priorisées, ces solutions? Je ne sais pas. Je pense que c'est un peu ça sa question. Si une solution est développée, quel est l'endroit optimal pour qu'elle soit présentée? Est-ce qu'elle doit être présentée par le ministère dans les structures du ministère de la Santé, ou bien est-ce qu'on doit participer à des hackathons pour exposer ces solutions? Ou bien aussi, est-ce que ces solutions sont priorisées lors de ces hackathons et par le ministère de la Santé? Je pense que c'est ça sa question. Donc, merci beaucoup à Salimatou. Donc, je pense que il n'y a pas une réponse entièrement, une seule réponse à cette question-là. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Mais donc, ce que je pourrais dire, c'est que déjà les différents hackathons organisés, par exemple, la DPRS avait organisé un hackathon récemment, donc en ce qui concerne la santé. Donc, c'est une tribune qui est privilégiée donc pour ce genre de solution-là, parce que il y a la présence donc des différentes autorités, et donc ce qui peut accélérer donc peut-être l'utilisation ou le soutien à certaines solutions. Donc ça, c'est déjà une chose. Maintenant, pour faire des propositions donc au ministère de la Santé, il y a plusieurs possibilités. Peut-être faudrait essayer de voir quel est le département qui s'occupe exclusivement de ces solutions-là, et peut-être s'adresser à vous. Par exemple, si ça concerne une pathologie bien déterminée, on peut s'adresser au programme concerné, par exemple, que ce soit le paludisme, le VIH, la tuberculose, etc. Ou si ça concerne le don de sang, comme la solution de notre ami Cheikh Mbacké, s'adresser au CN, le Centre national de transfusion sanguine, etc. Donc, il n'y a pas une réponse unique à ces compétences-là, mais à cette question. Mais ce serait bien voilà, donc c'est un début de réponse. Peut-être s'adresser spécifiquement au département qui s'occupe de ce domaine-là lorsque vous créez une solution. Ça va augmenter vos chances que ces solutions soient adoptées. Et si ces solutions sont priorisées, oui, il y a des priorités. Donc, chaque direction, chaque programme a donc ses axes prioritaires. Donc, de la même manière qu'il y a des axes prioritaires, il y a aussi des solutions qui seront prioritaires donc pour ces différents programmes. Je pense que Salimatou a bien pris note. Bon, il y a aussi la question de Ndeye Ouachi. Elle demande quelles compétences les étudiants ou futurs professionnels de santé devraient développer dès maintenant pour s'adapter à l'intelligence artificielle. Très bonne question.
Donc, merci pour la question, Day. Donc, quelles compétences devrait développer dès maintenant pour s'adapter à l'intelligence artificielle? Je pense que cette question, elle est très générale. Elle ne concerne pas seulement les étudiants ou les futurs professionnels. Donc, déjà, ça concerne presque tout le monde, hein. Nous-mêmes, professionnels actuellement, cela nous concerne. Donc déjà, en dehors de la capacité à utiliser ces IA-là, il faudrait peut-être chercher à avoir des connaissances de base donc sur les fonctionnements. Qu'est-ce qu'un LLM, qu'est-ce qu'un agent, etc., etc. Donc, c'est juste connaître le strict minimum sur le fonctionnement des IA. Et ça nous permet d'anticiper sur certains problèmes qui sont très présents sur les IA actuellement. Donc, qui sont, par exemple, les hallucinations, parce que les modèles de langage sont conçus pour répondre à vos questions, quelle que soit la question, même s'ils n'ont pas les données fiables pour y répondre. Donc, il est fréquent de voir une IA inventer quelque chose donc qui n'existe pas. Donc, dans un domaine sensible, ça peut créer des problèmes, mais également d'autres problèmes. D'essayer de comprendre que l'IA n'est pas, ça s'appelle intelligence artificielle, mais en réalité, c'est pas intelligent, si je peux le dire comme ça. En fait, l'IA, elle se base sur des données de masse et fait du pattern recognition. Donc, il reconnaît, il voit donc, il détecte des patterns sur des données et il va répéter donc ces comportements. Donc, par exemple, ce qui fait que il est soumis à certains biais. Donc, elle va reconnaître certains patterns. Donc, quelque chose peut être vrai en Europe ou en Amérique et être faux dans notre raisonnement. Même raisonnement peut être faux dans notre contexte. Donc, il faudra comprendre cela et ce sont ces connaissances de base-là, essayer de connaître donc ce que nous offre l'IA qui nous permet d'accélérer énormément notre travail, mais qu'elle a ses limites et qu'il faudra donc faire attention. Donc, toujours procéder à des vérifications sur les sujets sensibles, etc. Ok, je pense bien que Daywatch a bien pris note. Il y a aussi la question de Mamadou Mang qui demande, il dit d'abord bonjour, désolé, je me suis connecté en retard. Il demande quels seront les objectifs et le but de ces solutions. Quelques exemples suffiront. Auront-ils un but d'optimiser la performance des agents en termes de deadline? Quand est-ce que vous pensez la créer ou en quelle année? Donc, merci Mamadou. Donc, les solutions, les objectifs, ils sont divers. Donc, c'est pas les solutions IA n'ont pas leurs objectifs qui sont propres, mais elles obéissent aux mêmes objectifs que les différents programmes stratégiques qui sont mis en place dans le domaine de la santé. Donc, par exemple, l'optimisation des performances des agents, c'est une chose. Avec, par exemple, les diagnostics IA assistés par l'intelligence artificielle, c'est une manière d'aider les agents de santé à travailler plus rapidement, plus facilement. Donc, ce sont des solutions qui existent, qui sont en train d'être adaptées donc au niveau national. Donc, il y a également d'autres solutions donc qui vont
aider non seulement les agents, mais également les patients, donc avec des chatbots qui ont été développés, qui peuvent être améliorés. Donc, ça obéit plus aux objectifs donc, des différents programmes et projets stratégiques du domaine de la santé en général. Et donc, en termes de deadline, bon, ce sera compliqué à dire parce que donc il y a beaucoup de choses qui sont en gestation et qui peuvent donc qui pourront être mises en place dans un futur proche. Donc j'ai pas toutes les informations pour pouvoir donc me prononcer sur la date, mais je peux dire que bon, il y a beaucoup de choses qui pourront donc être déployées au niveau national d'ici 2027. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Bon, il y a aussi la contribution de Cheikh Tidiane qui dit que nous avons digitalisé le système de planification du MSHP, même si, je ne sais pas ici, à C'est travers... le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ok, bon, s'ils peuvent nous éclairer aussi, parce que moi, il y a certains sigles là. Voilà, je ne sais pas. Bon, merci, cher. Donc, le système de planification, donc à travers, oui, il y a des possibilités avec l'IA. Par exemple, dans le cadre de l'approche One Health, une seule santé, One Programme, j'ai vu récemment que la DPS travaille à une manière de mettre en place en commun tous les programmes des différents secteurs de la santé d'une manière à ce qu'ils suivent une même trame. L'IA pourrait beaucoup aider. Donc, déjà à détecter les programmes, les activités qui vont dans le même sens et peut-être de les mutualiser et d'aider à optimiser les ressources. C'est une possibilité qui peut être faite à partir de ces données-là, de voir quels sont les programmes qui ont des objectifs communs à un moment donné, de pouvoir, dans le but d'optimiser, donc que ce soit les ressources financières, matérielles, les ressources humaines, de mettre en commun ces axes des programmes-là pour que, par exemple, différentes directions puissent collaborer et atteindre un résultat plus rapidement sur ces programmes. Je pense que c'est un cas d'utilisation qui pourrait être très pertinent donc, pour le ministère de la Santé. Ok, merci beaucoup. Il y a aussi Luc Valère qui demande, on parle du remplacement futur de certaines spécialités par l'IA. Qu'en pensez-vous? Oui, merci Luc. Bon, cette question-là, elle est extrêmement, effectivement beaucoup d'actualité. On en parle beaucoup avec créer une certaine psychose dans beaucoup de domaines. Mais bon, je suis un peu mitigé par rapport à cette question-là. Ce qui est sûr et certain, c'est que oui, effectivement, il y aura donc certains métiers qui, d'ici 5, 10 ans, pourraient être amenés à disparaître. Donc, la demande sera beaucoup moins élevée parce que l'IA est capable de reproduire certaines choses de manière beaucoup plus efficace. Donc, elle accélère énormément le travail de certains. Donc, on l'a vu récemment aux États-Unis avec beaucoup d'entreprises qui ont fait des layoffs où ils ont envoyé des centaines, voire des milliers d'agents qui sont remplacés par des agents IA. Donc, c'est une réalité qui existe. Cependant, je ne pense pas que de manière in fine que l'IA va remplacer l'humain. C'est impossible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'IA à l'heure actuelle, peut-être que qu'il y aura peut-être des modèles qui sont réellement intelligents. Mais
à l'heure actuelle, à partir de l'existant, je ne vois pas l'IA remplacer l'humain. Par exemple, dans un domaine que je maîtrise, qui est, par exemple, le développement logiciel, on utilise des agents de codage, par exemple, pour développer certains logiciels. Mais l'IA peut-être va remplacer peut-être certains développeurs juniors, par exemple. C'est une possibilité. Mais, par exemple, on se rend compte, moi, après avoir utilisé plusieurs modèles comme peut-être Claude Code, Codex, etc., tu te rends compte que lorsqu'il s'agit d'avoir une vision d'ingénieur, une vision globale en ce qui concerne l'architecture globale, il faut un humain toujours pour orienter l'IA, pour lui tenir la main et lui dire il faut faire ceci, cela, pour que ces IA soient efficaces. Donc, il y a certaines tâches, peut-être pour éviter cela, ce serait d'intégrer dès maintenant l'IA dans vos différents métiers, de trouver une manière de savoir travailler efficacement avec l'intelligence artificielle. Parce que, par exemple, moi, ça nous aide énormément. Moi, en tant que développeur, malgré certaines limites au niveau architectural ou dans la réflexion, maintenant, on arrive à faire en 2-3 jours ce qui nous prenait avant 2 semaines. Donc, on accélère énormément notre travail. Donc, on est plus dans un rôle on essaie d'encadrer l'IA pour qu'il nous fasse certaines choses. Et après, on passe derrière pour vérifier, corriger éventuellement. Mais je pense pas il y aura peut-être certains métiers peut-être plus simples que cela, mais je pense que ce sera plus une transformation, donc qu'un remplacement. Donc les métiers vont beaucoup changer. La manière dont les méthodes de travail vont être abordées vont beaucoup changer. Donc l'IA va être intégrée à quasiment tous les domaines. Et pour ne pas se faire larguer, c'est important de les intégrer dès maintenant dans votre manière de fonctionner. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on a compris. C'est nous, les développeurs, que l'IA va remplacer, mais pas les médecins. C'est pas grave, là, on comprend. Bon, si notre personne a des contributions, a une contribution du moins, ou bien s'il y a quelqu'un qui a envie de donner son idée, voilà, je pense que it's the time. Bon, dans le cas contraire, on va donner la parole à l'intervenant qui dit son mot de la fin, avant de donner à Khadi le soin de conclure et de se dire au revoir pour une autre séance. Donc, pour le mot de la fin, merci déjà pour la confiance qui a été accordée à ma modeste personne. Donc, je vais pas prétendre être un expert, mais je vous remercie quand même de la confiance qui m'a été accordée. Et donc, vous encourager déjà. Donc, c'est à vous. Donc, il y a le futur. Donc, au Sénégal, de l'IA en particulier. Donc, je vous encourage à avancer, à continuer à travailler et à oser faire proposer des solutions, de nouvelles choses. Donc, c'est des choses que vous êtes capable de faire. Vous avez des possibilités, des idées que peut-être ceux qui sont en place actuellement n'ont pas. Donc, de participer donc à toutes les initiatives qui sont le Govaton, par exemple,
voilà, en général, quoi, à toutes les initiatives en général, pour pouvoir donc aider à faire passer le Sénégal dans une nouvelle ère avec l'IA et toutes les technologies émergentes. Donc, merci beaucoup à tous et excellent dimanche. Merci beaucoup, monsieur Cheikh Abdoulahad. Bon, je vais donner le soin à Hadi pour conclure. Juste pour vous dire un grand merci pour ce partage et pour cette disponibilité et tout. Un grand merci à vous. Et Hadi, you can conclude. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, cher. Je tiens. J'ai trouvé vraiment intéressant le webinaire. Et ce que je trouve particulièrement inspirant dans vos propos, c'est de voir à quel point l'IA se met concrètement au service de la santé. Je crois qu'on a souvent tendance à croire qu'il faut des ressources, pour innover, mais le secteur de la santé, je trouve, regorge déjà de données prêtes à être exploitées intelligemment. Et c'est déjà une opportunité pour nous en tant que développeurs. Ce qui m'a le plus interpellé, c'est que sur la question de la neutralité de l'intelligence artificielle, parce qu'on ne peut pas seulement importer des modèles conçus ailleurs et espérer qu'ils s'adaptent par magie à nos réalités locales sans poser des questions éthiques ou de sécurité. C'est aussi un défi de souveraineté numérique que nous devons relever ensemble. Merci à tous. Merci beaucoup, Hadi, pour cette belle intervention. Elle a bien souligné d'extraordinaires propos concernant ce webinaire. Bon, on se dit à la prochaine et n'oubliez pas le bootcamp concernant l'intelligence artificielle et le deep learning. Bon, ciao, goodbye.